La discrétion du spectateur est fortement conseillée. Le récit suivant, destiné uniquement à des fins éducatives et de divertissement, contient des détails tirés directement du témoignage officiel devant le tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté initialement par Inner City Press. Mais même les observateurs les plus expérimentés n'étaient pas préparés à la suite. Lorsque Dwayne « The Rock » Johnson est entré dans la salle d'audience, il n'était pas l'icône mondiale, magnétique et souriante, qu'il connaissait des rings de catch et des premières de blockbuster. Il paraissait visiblement secoué, portant un poids émotionnel que peu de gens l'avaient jamais vu porter en public. Pas d'arrogance, pas de promotion cinématographique, juste un homme confronté à une vérité longtemps enfouie. Il n'était pas là pour divertir, mais pour confesser. Alors qu'il témoignait, ce qui en ressortit réduisit la salle au silence, une série d'initiations profondément troublantes qui auraient eu lieu durant ses premières années à Hollywood ou des événements dont il n'avait jamais parlé jusqu'à présent. Mais ce qui secoua la salle encore plus que les actes mêmes fut le nom au cœur de tout cela, Sean Diddy Combs. Les mains tremblantes et la voix brisée par le chagrin et la peur, Johnson a décrit un monde surréaliste et grotesque de rites secrets, de jeux de pouvoir brutaux et de domination psychologique, le tout orchestré, selon lui, par Combs. Parmi les révélations les plus choquantes figurait un rituel étrange impliquant la consommation forcée de cerveaux de singes crus, l'enfermement dans un sous-sol et des exigences croissantes de soumission totale masquées sous le couvert de « loyauté ». On sentait l'air s'échapper de la salle. Personne n'avait anticipé ce témoignage. Aucun avis de presse n'avait prévenu de sa comparution. Il n'y eut ni fuite ni murmures énigmatiques dans les couloirs du tribunal. C'était une bombe lancée sans prévenir. La salle d'audience était déjà sous le choc des témoignages émouvants de célébrités comme Monique, Denzel Washington et Jamie Foxx. Mais lorsque la porte latérale s'ouvrit et que Dwayne Johnson entra, quelque chose changea. Le temps sembla s'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui, pendant si longtemps, avait symbolisé la force et une confiance inébranlable. Sauf que maintenant, il avait l'air creux. Son front, caractéristique, était plissé non pas par le charisme, mais par la douleur. Pas de déclaration préparée, pas de bloc-notes. Juste un homme qui portait sur ses épaules le poids de 2 décennies de silence. Même Diddy, jusque-là stoïque, était visiblement tendu. Ses avocats se penchèrent, chuchotant frénétiquement. Les procureurs échangèrent un rapide coup d'œil, ils savaient que ce moment avait été gardé secret pour une raison. Et maintenant, il se déroulait en temps réel, devant un jury médusé. Avant de s'asseoir, Dwayne s'est agrippé au bord de la barre des témoins et a demandé au juge la permission de parler. Le juge fit un simple signe de tête. Dwayne s'est tourné vers la galerie, puis vers le jury, et enfin vers Diddy lui-même. « Je ne veux pas être ici », commença-t-il d'une voix basse et rauque. « Mais j'en ai besoin. Je porte ça depuis près de 20 ans. Ça me ronge. Et j'ai toujours peur. Mais j'ai encore plus peur de ce qui arrivera si je me tais. » Toute la salle d'audience s'est figée. Il prêta serment, puis s'assit enfin. Sa voix grave et rauque n'était pas performative. Elle peinait à se tenir. Vous me connaissez sous le nom de « The Rock », celui qui ne craque jamais. Mais je craque maintenant. Et ce que je vais dire ne concerne pas seulement Sean Combs. Il s'agit de la façon dont ce genre de choses est resté caché si longtemps. Ses lèvres tremblaient. J'étais de ceux qui pensaient que rester silencieux signifiait survivre. Que jouer le jeu était la seule solution. Mais j'en ai payé le prix, personne ne l'a vu. À ce moment-là, le ton du procès et peut-être le débat public autour du pouvoir à Hollywood a changé. Le tribunal s'est penché vers lui alors qu'il parlait de 2001, une année où il venait de percer dans le cinéma avec Le Roi Scorpion. Il était ambitieux. Affamé. Naïf. Diddy apparaissait, disait-il, comme un faiseur de roi. Un homme détenant les clés de toutes les grandes portes du secteur. Il m'a dit, parlons-en en privé. Je pensais que c'était pour le travail. Au début, les invitations semblaient anodines, des soirées privées de l'industrie, des réunions intimes dans de somptueuses demeures à Miami et à Los Angeles. Une coupe de champagne par-ci. Une poignée de main avec un directeur de casting par-là. Le réseautage à son meilleur. Mais le ton a changé. J'ai cessé de ressentir cela comme un accès, a déclaré Dwayne. J'ai commencé à avoir l'impression d'être un test. Diddy a commencé à dire des choses étranges. Tu saignerais pour la grandeur? Es-tu prêt à faire ce qu'il faut? Dwayne a dit qu'il avait d'abord ri, pensant à une sorte de clin d'œil motivateur,
mais le visage de Didi est resté impassible. Puis vinrent des demandes plus étranges. Des réunions à des heures indues. Une nuit, il fut convoqué dans un manoir de Bel Air à 2h13 du matin. C'est là que les vraies décisions se prennent, lui dit Didi. Il arriva et trouva l'endroit vide, puis peu à peu rempli par des invités silencieux en costume noir. Personne ne parlait. On se sentait moins à une fête qu'à une société secrète attendant son grand prêtre. Quand Didi entra, les lumières s'éteignirent. Des haut-parleurs cachés diffusèrent du son, sa propre voix répétait en boucle des phrases étranges. « En es-tu digne? Es-tu prêt? Veux-tu manger ce que je te donne à manger? Je pensais que c'était de la performance, a déclaré Dwayne. Juste une excentricité hollywoodienne. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas bien. Puis vint la nuit qui allait le hanter. Didi l'a invité à une réunion à distance en dehors de Los Angeles. Dwayne a failli refuser, mais son attaché de presse l'a encouragé en lui disant « Cela pourrait changer ta carrière. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais pas comme il l'espérait. Je n'ai jamais dit ça à voix haute, murmura Dwayne d'une voix brisée. Ni à ma femme, ni à mes amis, ni même à mon thérapeute. Il a raconté avoir été conduit les yeux bandés jusqu'à une résidence isolée. Le chauffeur a refusé de répondre aux questions, se contentant d'allumer la radio. À l'intérieur se trouvait une pièce éclairée à la bougie, drapée de noir, seulement éclairée par des lampadaires rouges. Autour d'une table basse étaient assis 5 hommes en costume. À leur tête, Didi, souriant, tenant un gobelet en cristal. Puis un homme en robe blanche apporta un plateau. Il le déposa devant lui, sans le couvrir, une plaque d'acier contenant de la cervelle de singe crue et fumante. Pas d'assaisonnement. Pas d'explication, dit Dwayne, visiblement secoué. Juste des tissus tremblants sur du métal. Il marqua une pause. Didi dit, tous ceux qui ont réussi ont mangé. Tous ceux qui n'ont pas réussi ont disparu. Puis il dit aux hommes de me regarder. Laissez-le sentir la pression. Il essaya de sortir. La porte était verrouillée. Il rit nerveusement, espérant que c'était une blague. Personne ne rit avec lui. Puis Didi se pencha et lui tendit une cuillère. Hollywood, murmura-t-il, ce n'est pas une question de talent. C'est une question d'obéissance. Les mains de Dwayne ont commencé à trembler à la barre. J'avais peur. J'étais humilié. Et j'étais complètement seul. Il a décrit comment il a porté la cuillère à sa bouche et a mordu. Je ne me souviens pas du goût, dit-il. Juste du bruit. La mastication. Le rire. Puis le silence. Ils l'ont fait asseoir à cette table pendant 30 minutes supplémentaires. Personne n'a parlé. Ils ont juste regardé. Puis Didi s'est levé et a applaudi. Bienvenue au niveau 2, dit-il. Dwayne leva à nouveau les yeux, cette fois droit dans les yeux du jury. En sortant de cet endroit, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était flétri. Non pas à cause de ce que j'avais mangé, mais à cause de ce que j'avais dû abandonner pour avoir une place à table. Le tribunal retenait son souffle. Il ne s'agissait pas seulement d'un témoignage sur les abus, mais d'une prise de conscience. Un homme se tenait devant le monde pour révéler jusqu'où les gens peuvent aller lorsque le silence devient la monnaie du succès. La voix de Dwayne Johnson, autrefois tremblante, commença à trouver un rythme tandis qu'il racontait les moments qui suivirent une initiation troublante et désorientante. Il évoqua ce qu'il pouvait désormais identifier comme un conditionnement psychologique, un système de manipulation conçu non seulement pour l'humilier, mais aussi pour démanteler sa propre identité. Il visait à le transformer en quelqu'un qui dépendait entièrement de la validation de ceux qui détiennent les clés du royaume. Ils ont commencé à me traiter différemment après ça, a-t-il dit. Pas avec gentillesse, comme si j'étais désormais l'un d'eux. Mais cela impliquait des conditions. Ils avaient besoin de savoir que je garderais le silence. Que j'obéirais. Il raconta une invitation à ce qu'il croyait être une retraite d'affaires dans une propriété privée du désert. Au lieu d'agents ou de producteurs, il ne trouva qu'un petit groupe d'artistes, certains débutants, d'autres déjà célèbres mais tous arborant le même regard inquiet. Une fois sur place, leurs téléphones leur furent confisqués. Ils furent isolés dans des pièces sans fenêtres, entourés d'une musique incessante qui tournait en boucle pendant des heures. Les repas arrivaient à des heures irrégulières et les instructions leur étaient données froidement. On leur demandait de mémoriser d'étranges mantras, de réciter des déclarations sur l'abandon à la puissance supérieure du succès, et de garder le silence tant qu'on ne leur parlait pas. Au début,
Je pensais que c'était un atelier de théâtre intense, une sorte de méthode hollywoodienne excentrique, a admis Dwayne. Mais petit à petit, j'ai compris. Ce n'était pas une question de technique. C'était une question de contrôle. Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. Je n'en ai parlé à personne. Je pensais que j'imaginais des choses. Que si je parlais, on me traiterait de paranoïaque ou d'ingrat. Mais l'illusion d'isolement s'estompa lorsqu'il remarqua la même expression hantée chez les autres. Ils se croisaient dans les couloirs, échangeant des regards silencieux et entendus, tels des prisonniers liés par un pacte invisible. Ils étaient tous prisonniers du même cauchemar inexprimé. Après cette expérience, quelque chose a changé en lui. Il avait du mal à dormir. Il a commencé à douter de son instinct, à remettre en question ses choix, et même son identité. Ce n'était plus une question de jeu d'acteur. C'est devenu une question de programmation. J'étais en train d'être transformé, façonné en un produit peaufiné pour l'industrie, mais vidé intérieurement. Aucune chaîne n'était nécessaire, juste le silence, la confusion et la peur. Puis est arrivé ce qu'il a décrit comme « la machine derrière le rideau ». Après ce qu'il a appelé plus tard les épreuves d'obéissance, les portes ont commencé à s'ouvrir rapidement. J'ai commencé à recevoir des appels inattendus. Des scénarios. Des réunions. Des projets pour lesquels je n'avais même pas auditionné. Et toujours la même phrase, Didi s'est porté garant pour toi. Je n'ai pas remis les choses en question. J'étais juste reconnaissant. Mais la gratitude a vite cédé la place à la suspicion. Il se souvenait d'une rencontre particulière avec un dirigeant de studio. Ils n'ont pas mentionné mes performances. Ils ont juste dit, on dit que vous êtes quelqu'un qui maîtrise le jeu. C'est tout ce qui comptait. Plus il posait de questions, plus il rencontrait de résistance. S'il refusait de respecter les clauses du contrat ou posait trop de questions, il recevait des avertissements subtils. On lui rappelait, avec douceur, puis avec fermeté, que la coopération était primordiale. Ce n'étaient pas des offres, dit Dwayne d'un ton sombre. C'était des missions. Il commença à comprendre que l'influence de Didi dépassait largement la musique. Il n'était pas seulement une icône culturelle, c'était un gardien, connecté à des réseaux puissants, à des entreprises financières et à des dettes tacites. Et les règles étaient claires, si Didi voulait vous virer, vous étiez viré. Un soir, Dwayne déclina une invitation à une soirée. Quelques jours plus tard, son agent l'appela, son nom avait été brusquement retiré d'un contrat majeur pour un film. C'est là que j'ai compris, a-t-il dit. Garder le silence n'était pas encouragé, c'était obligatoire. Même son entourage proche au manager, avocat, publiciste savait qu'il ne fallait pas franchir certaines limites. Personne ne mentionnait son nom, sauf par admiration. La prudence était omniprésente. Dwayne commençait à se sentir comme une marionnette. Mais ce n'était pas seulement les studios qui tiraient les ficelles, c'étaient des alliances nouées à voix basse, des faveurs échangées dans l'ombre et des secrets que personne n'osait révéler. À Hollywood, a-t-il dit, le pouvoir ne s'annonce pas. Il se déplace discrètement. À travers les dettes contractées, des portes s'ouvrent et se ferment. Puis vint la nuit qui changea tout. Il a été invité à une projection privée dans les collines d'Hollywood, présentée comme un rassemblement exclusif de créateurs. Mais dès son arrivée, il a su que ce n'était pas ça. Le domaine était sombre, les lumières tamisées. Des agents de sécurité étaient postés à chaque sortie. Les téléphones étaient récupérés à l'entrée. Les invités recevaient des masques, non pas pour le style, mais pour se dissimuler. Ça ne ressemblait pas à une fête. C'était plutôt une cérémonie. Pas la mienne, mais l'initiation de quelqu'un d'autre. En parcourant la maison, il fut saisi d'un malaise. Ce qu'il vit le bouleversa. Les figures marquantes qu'il admirait autrefois acteurs, musiciens, réalisateurs semblaient distantes, mécaniques. Leur rire était forcé, leurs mouvements tendus, comme s'ils jouaient pour quelque chose d'invisible. Puis il aperçut un jeune acteur, quelqu'un qui montait en flèche dans le milieu, recroquevillé dans un coin, serrant un verre d'une main tremblante. Quand Dwayne lui demanda s'il allait bien, le jeune homme murmura, « Ils m'ont dit que c'était ce qu'il fallait faire. » Dwayne est parti tôt ce soir-là. C'est à ce moment-là que l'illusion s'est brisée, a-t-il dit. J'ai vu au-delà du glamour. J'ai vu le moteur qui se cachait derrière. Il rentra chez lui, incapable de dormir, non pas à cause de ce qu'il avait vu, mais à cause de ce que cela signifiait. Je n'étais pas là parce qu'il croyait en moi.
J'étais là parce que j'avais prouvé que je pouvais me taire. Sa voix s'est brisée. Mais voir cet enfant, si brisé, m'a rappelé qui j'étais avant tout ça. Avant la peur. Avant le silence. Il se tourna vers le juge. Ce soir-là, j'ai fait une promesse. Si jamais on me demandait ce que j'ai vu, je ne mentirais pas. Et maintenant, à la barre, il tenait parole. La salle d'audience était silencieuse, non par respect pour sa célébrité, mais par respect pour son honnêteté. Il prit une profonde inspiration et regarda devant lui. Les gens nous demandent pourquoi nous ne parlons pas, a-t-il déclaré. Pourquoi les acteurs, les musiciens, les athlètes, ceux qui ont une certaine visibilité ne révèlent pas ce que nous voyons. Il expira lentement. C'est parce qu'on a peur. Il a avoué que, pendant la majeure partie de ses premières années dans le milieu, il croyait que la survie signifiait la soumission, sourire, performer, ne pas perturber. Ne pas citer de nom. On apprend tôt, si on parle, on perd tout ce pourquoi on a travaillé. Son silence, expliqua-t-il, n'était pas dû à la culpabilité, mais à la peur. La peur des représailles. D'être catalogué comme quelqu'un de difficile. D'être effacé. Ce ne sont pas toujours des menaces, a-t-il dit. Parfois, c'est voir quelqu'un disparaître. Il a parlé de ceux qui ont disparu après avoir choisi l'intégrité ou des acteurs dont la carrière s'est tarie, dont le téléphone a cessé de sonner. Ils n'étaient pas fous. Ils en avaient juste marre. Marre de faire semblant. Marre d'être contrôlés. Enfin, Dwayne a décrit le prix à payer pour garder des secrets. L'isolement. L'anxiété. La façon dont cela érode la confiance envers les autres et envers soi-même. Et pourtant, en s'exprimant maintenant, il a récupéré quelque chose de plus profond, sa voix, son identité et la vérité. Un jour, on se réveille et on réalise qu'on fait partie d'une machine à laquelle on n'a jamais accepté de participer. Mais s'en aller? Cela signifie détruire des ponts que personne d'autre ne construira jamais pour nous. Dwayne Johnson marqua une pause, le poids du souvenir pesant sur sa voix, brisé par l'émotion. Et le pire? On commence à se demander si rester silencieux simplement survivre ne fait pas de vous un complice. Il fit un geste subtil vers l'équipe juridique de Cassie Ventura, ses yeux remplis de quelque chose de plus profond que l'admiration, la reconnaissance. Lorsqu'elle s'est levée et a dit sa vérité, quelque chose a changé en moi. Cela m'a rappelé que le silence ne protège pas les innocents, mais les puissants. Alors que la salle d'audience se penchait, Dwayne se redressa légèrement. The Rock avait disparu au l'icône, la marque. À sa place se tenait un homme marqué par l'expérience, dépouillé de toute illusion, enfin prêt à parler. On nous raconte ce mensonge, une fois qu'on a réussi, on est intouchable. Que la célébrité est une armure. Mais laissez-moi vous dire, plus on grimpe, plus la douleur devient invisible. Il a parlé de la personnalité qu'il avait mis des années à se forger, bâtie sur la force, l'endurance et un optimisme inébranlable. Mais derrière les portes closes, il se sentait souvent petit. Il y avait des choses que je ne pouvais pas dire. Des choses que je ne pouvais pas montrer. Non pas parce qu'elles n'étaient pas réelles, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image. Il a admis la vérité qu'il avait longtemps évitée, il avait choisi le silence. Non par lâcheté, mais par survie. Et pendant des années, cela lui a semblé nécessaire. Mais finalement, dit-il doucement, cela a cessé de ressembler à de l'instinct de survie. Cela a commencé à ressembler à une trahison. Il se souvenait d'un moment avec un jeune fan, juste quelques mots qui avaient fait plus de bruit que n'importe quel titre, « Tu es le genre de gars qui n'abandonne jamais ». Cette phrase le hantait. Car au fond de lui, il savait qu'il avait abandonné. Il a abandonné l'enfant qu'il était. Les valeurs qu'il tenait autrefois pour sacrées. D'autres qui, contrairement à lui, étaient encore prisonniers d'un système auquel il n'avait jamais souhaité appartenir. Il essuya une larme, sans s'excuser. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour annuler qui que ce soit. Je suis ici parce que le silence a assez duré. Et je ne veux pas que quiconque m'admire confonde silence et force. Il ne s'agissait pas de blâmer les autres, a-t-il dit. Il s'agissait de vérité. De responsabilité. Et à ceux qui sont au pouvoir, je veux que vous m'entendiez clairement, nous vous voyons désormais. Vous n'êtes plus invisible. La salle d'audience se figea lorsque Dwayne Johnson se retourna et croisa le regard de Sean Diddy Combs. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement un calme inébranlable qui faisait résonner chaque mot comme le tonnerre. Je veux te parler, d'homme à homme.
Parce que j'ai assez enduré ça. Il ne criait pas. Il ne montrait rien du doigt. Mais la retenue rendait ses paroles encore plus tranchantes. Tu m'as convaincu que le succès était synonyme de sacrifice. Que pour devenir quelqu'un, je devais renoncer à des aspects de moi-même, mon intégrité, mes limites, ma paix intérieure juste pour rester dans la pièce. Et je t'ai cru. Il secoua lentement la tête, la tristesse et la clarté se mêlant dans son regard. Mais ce n'était pas du pouvoir. C'était de la peur. Déguisée en influence. Il parlait désormais non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui ne le pouvaient pas. Pour ceux qui avaient croisé le même chemin et en avaient été brisés. Pour ceux qui avaient encore peur. Je parle au nom de toutes les personnes à qui on a dit qu'elles n'avaient pas le choix. À qui on a fait croire qu'elles ne pouvaient pas poursuivre leurs rêves et préserver leur dignité. Il marqua une pause, laissant le silence parler plus fort que n'importe quelle performance ne l'avait jamais fait. Tu n'as pas le droit d'écrire mon histoire. Plus maintenant. Il est descendu de la barre des témoins, mais ses derniers mots sont restés dans l'air comme de la fumée. Ça s'arrête ici. Avec la vérité. Alors qu'il s'éloignait non pas en tant que titre, ni en tant que marque, mais en tant qu'homme, on sentait que quelque chose s'était fissuré. Non seulement dans la salle, mais bien au-delà. Une vague de changement. Un changement dans l'air. Et juste avant que Dwayne n'atteigne les portes du tribunal, il s'est retourné, non pas pour faire face à Didi. Non pas pour poser devant les caméras. Mais pour regarder la salle. Tout entière. Je voudrais ajouter une dernière chose au disque, dit-il d'une voix ferme, posée, humaine. Ce n'est pas seulement mon histoire. Il ne s'agit pas de gloire ou de scandale. C'est pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de s'asseoir sur cette chaise. Ceux qui n'ont pas survécu assez longtemps pour parler. Ceux qui se cachent encore derrière le rideau, terrifiés à l'idée que personne ne les croit. Son regard balaya la salle d'audience, s'adressant non seulement aux juges ou au jury, mais à la culture même qui avait permis au silence de prospérer. Pendant des décennies, cette industrie a fonctionné sur un mythe, le pouvoir justifie les abus. Le succès exige le silence. Mais ce mythe? Il s'effondre aujourd'hui. Il ne parlait pas avec vengeance. Il parlait avec vérité. Je suis resté silencieux, car je pensais tout perdre. Mais en vérité, je n'avais rien si je ne m'étais pas eu. Un murmure d'affirmation discrète s'éleva d'un coin de la galerie. Les avocats semblaient hésitants à l'interrompre. Le juge resta immobile. Dwayne hocha la tête une fois, comme s'il scellait quelque chose d'éternel. À tous ceux qui nous regardent et qui ont encore peur de s'exprimer, que cet instant soit votre signal. Le silence est rompu. Et nous n'avons plus peur. Et sur ce, il est parti. Sans escorte. Sans propagande. Sans applaudissements. Juste un homme qui retrouve sa voix. Et un système qui, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas su enterrer la vérité.